Salut, c'est Alexis de l'équipe Contournement. Bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast dédié au no-code. Alors après Bubble la dernière fois, on va s'intéresser cette fois à Webflow, un des outils emblématiques de l'écosystème no-code. Alors malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir le cofondateur avec nous, mais on a invité Théo, qui est designer et qui utilise Webflow depuis un moment pour discuter de ça avec Julie et moi. Alors on a essayé de passer en revue un petit peu tous les aspects de cet outil et voir ce qui en fait vraiment un des chouchous de l'écosystème no-code pour faire des sites web sans coder. Bonne écoute. Bon, c'est parti. Bonjour Julie, bonjour Théo. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue pour ce nouvel épisode de Contournement, du podcast audio de Contournement. Et là, pour ce nouvel épisode, on va faire un focus sur Webflow. Voilà, donc on a invité Théo, notre expert Webflow, et puis on va parler, on va découvrir ce que c'est que Webflow tous ensemble et voir quelles sont les qualités de cet outil no-code, leader et incroyable. Je sais pas si tu voulais rajouter un truc. Non, c'est bon, c'est Ok. parti. À toi, Julie. Du coup, est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu rapidement, raconter un petit peu ton parcours en quelques mots? Ouais, bien sûr. Donc je viens de Nantes. Donc j'ai 23 ans, je viens de Nantes et aujourd'hui je suis à mon compte dans le design web et le développement web. Je suis passé en fait dès la sortie de mes études en freelance parce que je voulais répondre et je souhaitais répondre à ce besoin de clients qui venaient déjà me contacter pour des solutions web. Et à l'époque, je ne connaissais pas Webflow et j'ai commencé tout de suite un peu dans la panique à devoir trouver une solution, un développeur, parce que le design je maîtrisais vraiment, mais le développement, j'ai la compétence, mais je me sens pas suffisamment bon en développement pour me dire ok, je vais développer, je vais assurer la maintenance derrière d'un projet ambitieux. Du coup, il a fallu commencer sur WordPress avec donc un développeur WordPress. Il a fallu mettre en place une collaboration qui n'a pas toujours été efficiente. Il y a eu des passes assez fastidieuses. Et puis donc les projets ont été livrés, mais un petit peu en catastrophe. Et donc, c'est en janvier 2019 que j'ai pleinement découvert Webflow. Parce qu'à ce moment-là, surtout, ils communiquaient énormément. Et puis j'ai commencé à suivre sur YouTube et sur Instagram des personnes du domaine graphique et du design et qui commençaient à utiliser Webflow et qui proposaient des formations notamment. Et donc, ça m'a tout de suite attiré. Ça répondait à une frustration, en fait, puisque j'aime déjà à la base tout gérer de A à Z, mais au-delà de ça, être sûr de pouvoir proposer graphiquement et visuellement quelque chose qui soit 100% de ma vision. Et du coup, auparavant, je m'occupais de la partie design et puis je me confrontais aux contraintes du développement. Et donc, j'étais frustré par cet aspect-là. Et Webflow semblait proposer un système qui puisse, à moi, Théo designer, qui a des compétences en HTML, CSS et un petit peu JS, de créer des sites qui soient simples à maintenir, qui soient simples à développer et qui puissent me permettre créativement de m'éclater et de faire des choses que je souhaitais différentes des tendances à ce moment-là. Donc Webflow, ça avéré être la super solution. Et puis j'ai essayé et de fil en aiguille, tout allait assez vite. Finalement, la formation, elle se fait à la fois via des tutoriels YouTube qui sont de plus en plus présents. Et puis c'est un plaisir à utiliser puisqu'on voit tout ce qu'on fait en réel. Sans avoir ce temps où il faut enregistrer, aller voir son navigateur, si c'est bien ce qu'on a voulu faire, etc. Et donc, l'apprentissage se fait très simplement et c'est un plaisir fou et j'en tombe amoureux tout de suite. Et donc, depuis, je ne jure que par ça. Je ne jure que par Webflow. C'est intéressant. Du coup, tu dis que tu as commencé à en entendre parler, mais via quoi? Est-ce que c'est des forums, des réseaux sociaux? C'est assez varié. Il y a eu cette phase-là où j'ai commencé à m'intéresser à des designers qui utilisaient cette technologie-là, Webflow, enfin ce système-là pour développer. Et puis en parallèle de ça, j'ai commencé à être un petit peu inondé, peut-être aussi à cause de ça. J'ai été inondé par des publicités et des enfin, je pense que je suis suivi par Google autour de Webflow, mais j'ai commencé à voir davantage de publicités, à en entendre de plus en plus parler sur les réseaux sociaux, donc hors tuto, mais sur Facebook, sur Instagram,
voilà, j'ai commencé à voir le potentiel et puis plus j'en apprenais et plus j'en découvrais et plus je sentais que je pouvais faire des choses qui me frustraient avant. Notamment, je suis beaucoup le site Award avec 3W qui la référence des très beaux sites. Voilà, graphiquement et même techniquement, c'est la crème de la crème. Et au fur et à mesure que je voyais ces campagnes publicitaires, je me disais mais ouais, c'est peut-être possible en fait d'accéder à ça et de pouvoir produire des prestations comme ça. Et ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Cool. Et tu penses que parce que tu disais que tu fais un peu d'HTML, de CSS, de JS, est-ce que tu penses que tes compétences en code, ça t'a aidé ou n'importe qui, même quand tu sais pas coder, c'est facile à prendre en main En fait, c'est pas que c'est simple à prendre. Enfin, l'outil en lui-même est simple à prendre en main, mais parce que ça reste très visuel, ça fonctionne de la même manière qu'un Photoshop ou Illustrator. Le type d'interface est aujourd'hui très connu dans le milieu créatif. La seule nécessité, je pense, c'est qu'il faut quand même avoir les bases du fonctionnement du web. C'est-à-dire qu'on ne va pas concevoir un site web comme ça en partant de rien. Il y a une logique derrière, une logique structurelle à la fois et une logique de développement aussi, comprendre quelques termes techniques. Mais en soi, les termes techniques, on peut les retrouver sur Photoshop ou sur Illustrator. Donc apprendre ce que c'est qu'un margin ou un padding par exemple, c'est pas aussi, c'est limite même plus simple que d'apprendre à quoi sert l'outil tampon sur Photoshop. Donc il y a ces termes-là techniques à apprendre et c'est vrai que oui, ayant eu des cours en HTML, CSS, je n'avais pas cette phase-là d'apprentissage des bases du code. Je pense que c'est nécessaire, c'est un préambule qu'il faut pas scoltiner, mais ça reste quand même intéressant d'avoir les bases du code, hein, toujours utile. Ouais, si je peux compléter là-dessus, effectivement, c'est vrai que ça me paraît assez essentiel pour travailler avec Webflow de maîtriser les bases du HTML et du CSS. Mais ce qui est génial avec Webflow, c'est qu'on va pouvoir pratiquer tous ces concepts de base du HTML et du CSS de manière très simple sans avoir à écrire de code. C'est ça qui est super, quoi. C'est beaucoup moins rébarbatif. Moi, même si je suis développeur à la base, très franchement, je préfère le gain de temps que j'ai quand je fais mon intégration front-end, toute la partie vraiment front de mon site web avec Webflow, quoi. C'est super, je gagne du temps, c'est plus ludique aussi, hein, d'une certaine manière. Et puis surtout, ce que tu disais tout à l'heure, on a un retour visuel tout de suite. Ouais. C'est-à-dire que quand on bidouille un peu, qu'on est dans un margin, c'est-à-dire qu'on met une marge de 10 pixels, puis en fait on a besoin de mettre 15, et puis 20, et puis là c'est tout de suite, quoi. C'est pas j'écris 15, CTRL S, Shift, F5 dans le navigateur, je regarde, et puis en fait c'est toujours pas bon. Voilà, là c'est de l'édition visuelle, c'est vraiment la programmation visuelle, quoi. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu en quelques mots aussi Webflow finalement c'est quoi les fonctionnalités, à quoi ça sert, peut-être pour quel type de projet tu vois, ça peut être intéressant de l'utiliser pour quelqu'un qui connaît pas du tout ce genre d'outil. Ok, très bien. Alors pour décrire Webflow de manière générale, ça va être, j'appelle ça, peut-être un peu vulgairement, un facilitateur de développement. Dans le sens où ça reste du développement, on continue à coder, mais visuellement, on ne tape pas le code. Si on n'a pas la grammaire parfaite du code, c'est pas un souci puisqu'on tout se fait visuellement. Donc là-dessus, ça facilite le travail du développeur. C'est pas non plus un outil de disposition par bloc comme on peut avoir avec Divi, Elementor, etc. sur des systèmes WordPress. Donc ça reste très personnalisable, très poussé aussi. Et donc ça sert à développer majoritairement des solutions vitrines. Je vois beaucoup de portfolios de designers qui travaillent dans le web et qui n'ont pas forcément besoin ou l'envie de passer vers un développeur pour définir leur style graphique sur le web. Donc, ils passent par Webflow. Donc, ça marche beaucoup avec ces profils-là. Ça marche beaucoup aussi avec des startups qui n'ont pas forcément, déjà, le budget pour passer par un designer plus un développeur. Et après, de devoir gérer, de devoir maintenir un site WordPress, notamment, avec sa ribambelle de plugins ou de thèmes qui se mettent à jour. Donc, c'est très simple à maintenir aussi. Et puis, de plus en plus aussi du e-commerce. Alors, le e-commerce, c'est une des dernières fonctionnalités majeures qui a été ajoutée à Webflow. Ce qui fait que, donc, tout le système e-commerce reste basique. On a, on va dire, l'essentiel pour faire un site e-commerce, mais des fonctionnalités de personnalisation plus poussées, des systèmes de forfait par exemple, ça c'est plus compliqué à mettre en place. Il faudra la plupart du temps passer par un système tiers ou alors ne passer par autre chose que Webflow. Mais ça fait quand même un panel de sites qui aujourd'hui sont utiles à 80% des gens en fait.
à moins d'avoir un e-commerce très poussé qui a besoin d'avoir un gros aspect marketing derrière ou un gros aspect gestion de données, de personnalisation, etc. On n'a pas besoin de... Enfin, dans ces cas-là, on passe hors Webflow, mais sinon, Webflow peut globalement tout faire. La manière dont tu le décris, ça me fait penser un peu à Dreamweaver. Est-ce que c'est comparable ou est-ce que... Alors, c'est parce que du coup, j'ai des potes graphistes qui utilisent ça, donc du coup, c'est pour ça, ça me fait penser à ça, parce que voilà. Mais du coup, je sais pas si ça a un lien. En fait, Il y a un lien, le problème, c'est que j'ai que 23 ans et du coup, j'ai jamais vraiment connu. C'est pour mes potes graphistes vieux qui ont 30 ans. Je vais répondre alors comme je suis vieux apparemment, effectivement. Non, mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé sur le web, j'ai fait mon premier site web en 97. Et donc, pour le coup, je ne l'ai pas fait avec Dreamweaver, je l'ai fait avec FrontPage, Ok. donc, qui était la solution de Microsoft à l'époque, qui permettait de faire des sites, un peu le Word pour faire des sites web, quoi. Et dans les années 2000, je ne sais pas exactement quand est sorti Dreamweaver, mais moi en tout cas j'ai commencé à l'utiliser dans les années 2000. Je ne l'ai pas utilisé très longtemps parce qu'en fait moi je suis devenu assez rapidement développeur. Mais c'était ça, Dreamweaver, c'était littéralement, on dessine, on met des blocs, c'était un peu la même idée que Webflow, ça générait du code qui était de pas très bonne qualité, ça permettait pas du tout de faire autant d'effets. Alors on pouvait éditer le code, en même temps en fait on avait vraiment deux vues, c'était pas vraiment comme dans Webflow, même si dans Webflow on voit le code aussi potentiellement. Mais par contre, la différence, je sais plus ce que je voulais dire, mais Dreamweaver, oui voilà, la réflexion que je m'étais faite en fait, c'est que Dreamweaver, je pense, c'était un logiciel lourd qu'on devait installer sur son ordinateur et c'était développé par des développeurs de logiciels. Alors que Webflow, on sent que ça a été développé par des développeurs web. On sent qu'ils ont fait l'outil qu'ils avaient envie eux-mêmes d'utiliser pour se faciliter la vie, quoi. Ça, je trouve que c'est un truc vraiment qui est très présent, quoi. Je pense que c'est tout ça qui fait que ça plaît vachement à des gens comme des designers, finalement, comme toi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup à être un peu dans mon cas où on veut essayer de maîtriser la chaîne de production de A à Z et de pouvoir offrir. Parce que d'un autre côté aussi, j'ai l'impression que le système de freelance, d'auto-entrepreneurs se développe énormément. Et dans ce cas-là, des profils comme le mien qui sont designers, on peut aller avoir la prestance et du coup les capacités derrière pour assurer un site web pour un client PME comme start-up, même dans des phases de recherche aussi. Je pense que Webflow fonctionne bien dans ces systèmes-là, dans le sens où plutôt que, avant, on avait une demande, on répondait à un besoin par une maquette, et puis la maquette, une fois qu'elle était validée par le marketing, on l'envoyait en production par des développeurs, puis on faisait les A/B tests si on avait à faire, et puis on avait le retour, et on repassait par la maquette, puis on repassait. Alors que là, aujourd'hui, c'est en une journée, une maquette web peut être développée sur Webflow, envoyée en A/B test directement dans Webflow, avant de passer à l'étape de développement pur par des développeurs. Et du coup, c'est quoi un peu on va dire le plus gros avantage et le plus gros inconvénient de Webflow, tu vois, ou en gros, en tout cas les limites, peut-être la plus grosse limite plutôt qu'inconvénient. Le plus gros avantage de Webflow, en fait, il y en a deux, j'ai l'impression, de un, il y a la vélocité. Donc, un projet va beaucoup plus vite pour deux raisons. Parce que de un, le développement se fait plus rapidement. Et parce que de deux, le projet peut être géré par la même personne. Donc, pas de collaboration, pas d'échange de mails, pas de vidéos à réaliser par le designer pour faire comprendre l'animation qu'on voulait pour le développeur. Donc, il y a un gain de vélocité à ce niveau-là. Et puis, il y a cette liberté créative de faire qu'aujourd'hui, le web ne se ressemble pas, même s'il y a des tendances majeures, mais on peut créer des sites qui sont totalement délirants, comme très classiques. On a cette grande liberté-là qui est accordée par Webflow. Aujourd'hui, la seule frustration, pas frustration, non, la seule limite que je peux rencontrer avec Webflow, ça va être pour des prestations, des demandes très spécifiques, par exemple, encore au fil des mois, cette limite-là est repoussée parce qu'au fil des mois, des nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, mais des systèmes de personnalisation de commandes sur Webflow, il faut qu'on passe par des systèmes tiers, ou alors il faut qu'on rajoute notre code. Dans ce cas-là, c'est plus vraiment un outil no-code. Des systèmes qui avant, il y a de ça 6 mois, des systèmes de login, en fait, de compte au client ou compte utilisateur. Aujourd'hui, ça peut être pleinement intégré dans Webflow avec des systèmes à côté, mais la synergie entre les deux se fait tellement bien que c'est développé en un rien de temps. Là, tu penses à MemberStack, par exemple? C'est ça, exactement. C'est quoi, peut-être préciser, c'est quoi MemberStack?
Ouais, Du coup, c'est un autre système qui peut s'ajouter à Webflow. En fait, le système de compte utilisateur n'est pas inclus dans le Webflow de base. Donc, on va passer par des systèmes tierces comme Amberstack qui permettent d'ajouter pas cette technologie-là, mais ce fonctionnement-là à un site Webflow très rapidement et dans ce cas-là, d'intégrer à un site qui peut être conçu en no-code. Voilà, des fonctionnalités très poussées comme ces comptes utilisateurs. Mais en fait, voilà, c'est des petites fonctionnalités qui font que on se sent frustré et puis à un moment c'est débloqué, on a l'information par mail ou quand on se connecte à notre Webflow, on a ajouté ces fonctionnalités là ce mois-ci, et très bien. Un truc tout bête aussi, c'est PayPal qui n'est pas encore intégré alors que Webflow gère le e-commerce, mais on est informé par le système de wishlist, par le suivi des fonctionnalités qui sont en développement ou en discussion, etc. On sait ce qui va arriver prochainement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, du coup, comment est-ce que la communauté interagit avec Webflow, avec leurs développeurs Du coup, en fait, on a donc cette page-là qui s'appelle le wishlist sur le site de Webflow. Et quand on a un compte utilisateur de Webflow, on a un quota de points qu'on peut donner en fait à des fonctions, des fonctions en développement, on va dire. Et dans ce cas-là, on va attribuer ça va de 0 à plus 3. Et donc, en fait, en ayant ce système de points-là, des fonctionnalités vont remonter qui apparaissent comme étant les plus demandées. Par exemple, là, dans les fonctionnalités très demandées, on va avoir une gestion de la traduction qui est native, PayPal qui est en production actuellement. En fait, on a, alors, il me semble que c'est par trimestre ou, si je dis pas de bêtises, un récapitulatif de ce qu'ils ont ajouté dans Webflow le dernier trimestre et ce qui est actuellement dans la partie développement par les développeurs de Webflow. Donc là, tu sais par exemple ce qu'ils sont en train de développer qui sortira au prochain trimestre. C'est ça, on peut avoir un suivi en fait. Quasiment au jour le jour, on voit les nombres remonter. Et ça permet aussi d'avoir une communauté derrière qui soutient le projet, qui communique autour du projet et qui peut permettre beaucoup de choses, comme à la fois donc, d'avoir des fonctionnalités nécessaires qui remontent, à la fois d'avoir de l'entraide, parce que cette communauté derrière répond sur des forums d'une manière... c'est toujours très... amical, voilà, chercher le mot. Il n'y a pas on est développeur. En fait, je suis désolé, c'est une impression que j'ai un peu du monde du code où ah ouais, tu fais du JavaScript. Ah ouais, moi je fais du C, c'est au-dessus, laisse tomber. C'est un peu ce niveau de je gère un code plus dur que toi. Alors que là, c'est dans le milieu du développement, même si c'est pas vraiment du développement, c'est du no-code, mais je trouve qu'on a. Enfin, tout le monde, c'est un grand groupe qui s'entraide. Et même dans des groupes Facebook privés, dans lesquels je suis, avec des formations que j'ai pu passer, pareil, c'est un post et dans les 5 minutes, on a des réponses. Tiens, regarde comment j'ai fait, etc. Et puis on a ce système de liens où on peut partager son site en accès lecture en fait, et en ce cas-là l'interaction va encore plus vite et ça dynamise la communauté. Enfin, je pense que je me suis un peu écarté de la question de base, je me souviens même plus de la question de base. Non, c'était sur la communauté, donc ça rentre dedans quoi. Non, mais c'est par rapport à ce que tu disais sur les développeurs, c'est vrai que il y a un préjugé un petit peu là-dedans, mais c'est vrai que moi ce que j'ai constaté, c'est que dans les communautés no-code autour des outils, alors Webflow, mais c'est pareil aussi avec Bubble, il y a des communautés extrêmement actives de gens qui échangent, qui s'aident, qui se soutiennent, qui est impressionnant quoi. Et qui est en lien aussi direct avec les éditeurs de l'outil. Et du coup, il y a des rencontres, des meet-up, des conférences, ou alors c'est que sur des forums, des choses en ligne. J'ai jamais eu l'occasion de rencontrer des gens, enfin de manière groupée, parce que je connais d'autres développeurs Webflow sur Nantes par exemple. On discute assez fréquemment, ça nous arrive de boire un verre, de discuter des projets, des contraintes qu'ils rencontrent, etc. Et je pense qu'en France, c'est encore une communauté naissante. C'est aussi pour ça que Contournement est là et on essaye de fédérer les gens en France qui ont ces discussions en ligne mais qui ne se rencontrent pas forcément. Mais aux États-Unis, je crois qu'il y a des meet-up Webflow. Il y a... Dans leur newsletter, ils parlent de rendez-vous qui ont lieu régulièrement, donc je pense qu'il y a des groupes assez actifs. Et c'est né quand Webflow ? En 2013, par 2 frères et un autre cofondateur. Aujourd'hui, ils sont plus de 120. Ah oui, donc en fait, c'est un projet qui est neuf, mais qui a grossi quand même relativement vite au final, quoi. Mais qui a été... c'est un projet qui a été très compliqué au début, dans l'histoire que j'en ai pu lire ou écouter. Ils sont passés plusieurs fois par l'étape de banqueroute, faut croire à notre projet, allez. Et puis dernièrement... Là, ces dernières années, ça s'est développé de manière exponentielle en fait. Je crois que j'avais lu, il y avait le fondateur sur Twitter avait résumé un petit peu l'histoire de Webflow. Et il me semble qu'il avait eu l'idée en 2004, donc ça fait déjà 15 ans, donc il était bien en avance. Et ils ont été recalés 2 fois de Y Combinator,
donc le fameux incubateur américain, et ils ont été pris la 3e fois. Mais pendant tout ce temps où ils ont été recalés, etc., ils ont continué à travailler, à y croire sans relâche. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un outil extrêmement poussé. Ils ont fait une levée de fonds de 70 millions très importante qui montre le potentiel. Si les investisseurs croient là-dedans, et nous on y croit aussi, c'est que il y a eu beaucoup de travail, donc c'est une longue histoire mais qui a fini par faire ses preuves, quoi. Et du coup c'est rassurant aussi de voir qu'ils arrivent quand même à lever autant de millions. Ça permet aussi de se dire que le système sur lequel on va héberger notre site, on va pas apprendre que dans 2 ans ça va s'arrêter et qu'il faudra trouver où héberger notre site. Donc là-dessus aussi c'est assez rassurant. C'est vrai que ça c'est un peu un des écueils du no-code et un peu des choses dont on nous parle souvent quand on fait les ateliers, quand on échange autour du no-code, quoi. Les gens sont là, bon, où sont mes données, est-ce que ça m'appartient, est-ce que la boîte elle sera toujours là dans 2 ans, enfin on a envie de savoir. Alors après, ce qui est intéressant avec Webflow, c'est qu'on peut exporter. Il me semble, il y a une des fonctionnalités. C'est assez caché parce que de base c'est assez compliqué d'exporter, mais oui, on peut récupérer des données et on peut exporter le code. En fait, tout le système du code, par exemple, si on veut avoir des fonctionnalités très poussées et décider de ne pas héberger le site sur Webflow, c'est possible. On peut concevoir toute la partie front-end sur Webflow et en un clic sortir un zip qui contient du coup HTML, CSS, JS et puis tous les assets prêts, en fait. Ça c'est hyper puissant parce que c'est vrai que l'intégration, c'est l'intégration HTML, passer d'une maquette PSD à un fichier HTML avec du CSS, c'est une étape super fastidieuse. Bon, il y a des gens qui aiment faire ça, mais globalement c'est quelque chose quand même qui a peu de valeur à mon sens en termes de développement, de pouvoir le faire là de manière efficace. C'est super. Et après, il faudra toujours des développeurs dans le back-end. Enfin, ça, c'est une autre problématique, mais on gagne du temps, on génère du code de qualité. Alors, par contre, juste une petite précision, il faut un plan spécial, non, pour pouvoir faire l'export de code. En fait, il y a le plan de base qui est gratuit, où on peut avoir 2 projets. Alors après, les autres contraintes, le détail de chaque plan, je ne l'aurai pas, mais dans le plan gratuit, on peut avoir 2 projets. Le site qu'on va mettre en ligne. Alors non, ça c'est les étapes de hosting. Mais en fait, on a 2 systèmes de plans. On a les comptes créateurs, on va dire. Ce sont les comptes sur lesquels on va donc du coup designer, développer le site. Et on a les plans d'hébergement. Voilà, pour mettre en ligne un site. Et dans ce cas-là, oui, les plans de compte créateur, le plan de base pour CCIA Webflow, qui fonctionne très bien, c'est d'ailleurs par ça que j'ai commencé. Et puis au final, quand je me suis rendu compte qu'on avait plus de fonctionnalités, notamment avec le plan, on a Free, Light, Pro et Team. Et donc moi, je suis en Pro pour héberger davantage de projets, etc. Et ensuite, on peut passer à Light, et puis plus on grossit Pro, Team, et il me semble même qu'on peut aller plus loin si on contacte Webflow directement pour des entreprises qui ont besoin de plus de puissance ou plus de... Et c'est quoi le budget du coup ? Moi, je paye donc en compte pro $400 parce que c'est tout en dollars pour le moment. D'ailleurs, c'est dans les fonctionnalités en développement, le passage, l'euro, etc. Mais $400 par an pour l'utilisation pour que ton compte soit pro. C'est ça, pour ton mon compte à toi, Théo Roland, quoi. C'est ça, voilà. Et au final, et puis moi j'ai aucune limite, parce que ce qui me manque, ce qui me semble bien, c'est ce qui est au-dessus, ce que je peux avoir en ayant un team, c'est des collaborateurs sur mon compte. C'est-à-dire que mon compte peut avoir plusieurs créateurs, mais aujourd'hui j'en ai pas le besoin, parce que les personnes avec qui je vais travailler ont aussi un compte pro ou un compte light, et puis après on se transfère le projet, etc. Mais voilà, un compte pro, au final, c'est $400 par an. Alors, sachant que ce qu'il faut préciser, c'est qu'après, tu payes aussi l'hébergement. Voilà, en plus. C'est pour ça ce que tu disais tout à l'heure. Il y a il y a 2 systèmes. Il y a 2 parties en fait dans les abonnements. La partie donc, de ton compte, où tu as différentes options là, que tu viens d'énumérer. Et puis après, pour chacun de tes projets, chacun de tes sites, tu dois choisir l'option d'hébergement que tu souhaites. Donc il y a une option gratuite qui est basique, qui permet de tester, mais pas de choisir son nom de domaine. Donc ça, il faut payer pour avoir ça. Et puis ensuite, il y a l'option e-commerce et il y a l'option CMS. Donc ça, on n'a pas parlé d'ailleurs, je pense, pour l'instant du CMS. Si tu veux nous expliquer un peu ce que c'est cette partie. Parce que donc du coup, un site, pour l'administrer ou pour ajouter du contenu de manière dynamique, on va pas revenir à chaque fois ajouter. On est designer, mettons-nous un cas, on est designer, on veut mettre en avant ses créations. Le plus simple, c'est pas à chaque fois qu'on va ajouter une création, venir modifier le code, venir ajouter cette nouvelle page, etc., la redévelopper, ajouter ces images. Non, ça c'est une perte de temps, et
Bon, de manière générale, c'est pas pratique du tout. Et en fait, le CMS, donc manière de tous les CMS qu'on peut connaître, WordPress ou autre, permet d'ajouter via un formulaire qu'on a défini nous-mêmes le nom, la description, etc., la vignette, et donc plein de variantes qu'on va venir ajouter comme ça et qui vont venir du coup générer des pages grâce à ce contenu dynamique. Et ça permet donc à des entreprises, je trouve notamment à un site pour une brasserie que j'ai fait, les deux gérants sont pas du tout technophiles. Ils ont la possibilité sur leur site de modifier la carte en temps réel via le CMS. Ils peuvent modifier même certaines parties de la carte directement, parce que toute la carte n'est pas en CMS, mais modifier directement en clic et en modifiant le texte sur leur site via l'accès éditeur. Donc voilà, et en fait, cette partie-là, donc CMS, elle existe aussi avec la partie e-commerce, en ayant les mêmes fonctionnalités. On ajoute son produit, on ajoute les variantes, on ajoute très simplement, sans avoir à redesigner, redévelopper la page pour chaque produit. C'est un gain de temps conséquent, mais qui aussi induit un plan d'hébergement un peu plus cher qu'un site classique statique. Ouais, c'est intéressant parce que c'est une des fonctionnalités qui permet de faire que Webflow fait pas juste des sites basiques, statiques, vraiment qui permet de rendre des sites dynamiques, quoi. Et le CMS, comme il est générique, on peut l'utiliser pour gérer du contenu, des articles, ou créer son propre type de données et l'utiliser à différents endroits. Comme tu dis, tu peux avoir les items de ton menu, par exemple, pour un restaurant, ou alors pour quelqu'un qui voudrait, je sais pas, présenter des t-shirts, par exemple, créer un type t-shirt, et puis c'est ça. avoir les différents outils, les visuels, on peut mettre plein de choses, donc c'est vraiment super. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que Webflow laisse le choix. Donc on a toutes ces fonctionnalités-là quand on héberge chez Webflow. On paye l'hébergement chez Webflow. Mais en payant chez Webflow, évidemment, on peut connecter son nom de domaine. On n'a pas Webflow dans le nom de domaine. Mais aussi, si on veut héberger ailleurs, il n'y a pas de souci. Cependant, Webflow prévient bien, attention, en hébergeant ailleurs, vous perdez les fonctionnalités liées au formulaire, liées au CMS. Donc en exportant le site, on n'exporte pas le CMS. Et ça, c'est des contraintes, qu'il faut connaître. Mais aujourd'hui, je vois que des avantages à l'hébergement sur Webflow. À aucun moment, je déconseille d'héberger chez Webflow, à moins d'être face à une structure qui manque cruellement de budget et qui n'a pas de partie CMS et ni de formulaire. Ok, on va sortir le zip et on va l'héberger direct. Ouais, moi je le vois peut-être un peu dans un autre sens, c'est-à-dire, comme tu l'as précisé tout à l'heure, en gros l'export, c'est que l'export du front. Mais moi ce que je vois, c'est que c'est un outil aussi super pour des équipes techniques de dev qui voudraient gagner du temps en fait sur cette partie-là, quoi. Ouais, tout à fait. Une équipe technique, moi je connais beaucoup de développeurs back-end qui aiment pas du tout faire du front, mais ça, à la limite, ça peut leur aller parce qu'ils savent qu'ils vont aller vite sur cette partie-là, et puis ensuite ils vont se concentrer sur le back, sur ce qu'ils aiment faire, et là où ça a du sens, quoi. Donc ouais, c'est vrai. je pense que tout le monde y gagne, quoi. Vraiment comme un outil, en fait, c'est ça que je veux dire. On peut utiliser Webflow comme un outil. Un outil de développement. Ouais, voilà, on paye pas d'hébergement, on paye juste la formule à $35 par mois, et puis on fait son code, on l'exporte. Moi, à mon avis, le métier d'intégrateur web va bientôt plus exister. Déjà, on en parle de moins en moins. Il y aura toujours des développeurs front-end avancés qui font du React, des choses comme ça. Par contre, vraiment juste prendre une maquette Photoshop, en faire du CSS et du HTML, à mon avis, ça va disparaître, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est quoi, parce que tu parlais un peu de la brasserie, pour qui t'as fait le site et tout, c'est quoi le type de client en fait qui est intéressé par cette formule? Est-ce que c'est un truc que tu proposes systématiquement? Est-ce que comment ça se passe? De plus en plus, en fait, au tout début, ouais, j'ai commencé en utilisant WordPress, mais je me rendais compte que mes clients pas forcément technophiles, donc ça va être au début c'était surtout des PME, des agences d'événementiel sur Nantes qui voulaient gérer des salons, etc. Pas forcément technophiles, ils n'ont pas envie de passer une demi-journée par semaine à mettre à jour leur site, à venir ajouter un article, quoi. Je me suis rendu compte que WordPress, ça convenait pas. Trop compliqué à gérer. La formation de base aussi, on vous a créé votre site, c'est super. Maintenant, vous le laissez l'utiliser, mais attention, pour ajouter un article, ça se passe comme ça. Il faut faire une bible pour expliquer comment fonctionne le site. Donc compliqué à ce niveau-là. Et donc ces gens-là qui ont besoin de modifier leur site, d'avoir un site qui existe, qui est leur vitrine et qui soit modifiable de temps en temps, rapidement. Pour moi, Webflow, c'est hyper adapté. La partie éditeur de Webflow, tu en as parlé tout à l'heure, c'est un peu difficile en podcast à expliquer parce que visuellement, c'est hyper parlant. Vraiment, les gens, le client, on va dire, peut éditer la partie, n'importe quel texte en fait du site, sans qu'il risque de casser quoi que ce soit, puisqu'il peut éditer que les textes. Mais ça, c'est génial, quoi, parce qu'on lui donne la main. On a tous connu les trucs où le client avait jamais ses textes de prêt, ou alors il en donnait puis il voulait changer toutes les 2 minutes. Là, il se débrouille, il a la main. On n'a pas besoin de lui facturer quoi que ce soit. Il est autonome, quoi, et tout le monde est content.
Et à la manière en fait du designer, tout se fait visuellement. C'est-à-dire que donc, côté designer, on développe et visuellement, à l'instant, immédiatement, on voit la modification et c'est exactement la même philosophie du côté éditeur. C'est-à-dire que quand le client se connecte de manière très simplement, email, mot de passe à son éditeur, il perd pas de vue le site. À aucun moment on change de page. À aucun moment il arrive sur son arrière-boutique qui est hyper complexe avec des liens partout. Non, il garde son site en vue. Il a juste cette petite barre en bas qui lui explique que oui, il est connecté. Il peut accéder rapidement à ses formulaires. Il peut accéder rapidement à ses pages. Mais il garde le site, donc le même site qu'il a vu à la seconde d'avant. Sauf que changement majeur, il peut cliquer sur les textes et venir les modifier en live. Il peut cliquer sur les photos et venir ajouter ses photos. Et en 2 clics, en fait, il clique sur Published. Parce que oui, l'éditeur d'ailleurs est en anglais, et ça, c'est une des fonctionnalités qui est demandée. Mais il clique sur Published, êtes-vous sûr? Oui, voilà, le site est modifié, il est en ligne et le client est content. Ouais, par rapport à WordPress où tu as un back-end Exactement. qui est un peu barbare quand tu connais pas et qui peut être hyper flippant. Qui Quoi. est déconnecté du front-end, quoi. C'est-à-dire, tu veux C'est modifier quelque chose, tu veux modifier le menu, par exemple, de WordPress, bah, tu vas dans le back-office, dans paramètres, menu, et tu fais ton menu, mais tu vois pas du tout ce qui se passe. Tu fais sauvegarder, publier, et puis tu reviens, et puis tu vois que bah, en fait, tu t'es trompé, tu as inversé 2 trucs. Est-ce que tu as des projets en cours là en Webflow ou des projets à venir? Oui, des projets en cours, ouais, notamment avec plusieurs des consultants, notamment, qui ont envie d'avoir une vitrine de leurs prestations et qui, du coup, ont opté pour Webflow directement. Et au début, en fait, les gens venaient vers moi, ils avaient besoin d'un site. Je leur disais, OK, je travaille majoritairement avec Webflow. Voilà, ce que vous connaissez, et je leur présentais. Et aujourd'hui, de plus en plus, on vient me voir, on dit, OK, on veut un site Webflow. Et ça montre bien que les gens lambda apprennent à connaître Webflow. Et donc, on vient pour faire du Webflow. Et puis donc là, oui, il y a des projets en cours, notamment donc, des projets pour un club de tennis qui se situe au Cap d'Agde. On a des projets... C'est du tennis naturiste. Ouais, un petit peu. Désolé, j'étais... C'est ma première pensée quand elle m'a appelé. On est au Cap d'Agde. Ah, ok, ouais, d'accord. Donc ouais, on a ça actuellement. Est-ce que, juste une petite question. Ouais. Quand ils te demandent, est-ce que tu fais toujours le design aussi? Ou est-ce que ça t'arrive parce qu'il y a des gens qui te contactent, qui ont déjà un designer et puis tu fais que le site? Ouais. En fait, ça m'est arrivé en septembre avec Pongo. Justement, ils avaient un designer dans leur équipe qui s'occupait déjà de tous les assets, etc. et qui a été en charge du design du site. Et puis on m'a appelé, on m'a dit OK, il y a 13 pages à développer. Voilà, on veut le faire sur Webflow parce que on veut que ce soit de 1 très simple à modifier, de deux que l'équipe marketing puisse comprendre le site aussi et l'utiliser à plein escient, et puis ouais, s'assurer derrière que le site soit bien hébergé, bien maintenu, enfin simple à maintenir surtout. Et donc ouais, ça arrive aussi, mais majoritairement, comme je communique aussi beaucoup sur le design, on me contacte parce que je fais design et Webflow. De plus en plus de gros projets, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs projets en discussion pour des concours d'archi notamment, qui du coup débuteraient début 2020, mais voilà, plusieurs gros sites, on est à plus de 15 pages avec du contenu en CMS ou en statique, ça va dépendre. Donc ça serait un outil que tu recommanderais à quelqu'un qui est graphiste Ah oui, ouais. ou autre de se mettre dedans et de justement... Bah, je le recommanderais et je le prêche fais. un converti parce que tu es toi-même designer, mais... Voilà, c'est ça. En fait, oui, de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Moi, je sors d'école de design, donc je me rends compte que, parce que ma formation de développement web, c'était les 2 premières années. J'ai fait 4 ans d'études et c'était les 2 premières années. Les 2 années suivantes, c'était plus sur la communication visuelle de manière générale et donc le graphisme, grosso modo. Et en fait, j'ai beaucoup d'amis qui sont sortis d'études, qui s'y connaissaient en graphisme, mais qui n'avaient aucune notion ni en motion, ni en design web, ni en développement. Et ils se sont confrontés à la réalité du marché où un graphiste pur aujourd'hui, j'ai l'impression que ça existe. C'est compliqué, quoi. Voilà. C'est hyper complexe. C'est hyper compliqué. Et à chaque fois, les annonces, c'est base en HTML, base en HTML, CSS, HTML, CSS, etc. Et du coup, ouais, c'est la solution que je recommande à beaucoup d'amis aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai commencé à les former parce que j'essaie de refiler des projets aussi comme ça à des personnes de confiance. Et ouais, pour moi, c'est la clé. Enfin, moi le premier, voilà, un designer. Si j'avais voulu commencer le métier de développeur, designer et développeur avec mes compétences en HTML, CSS, juste ça, voilà, j'aurais pas duré longtemps. Et Webflow, ça va être la solution parfaite. Et c'est quoi le conseil alors pour les designers qui veulent s'y mettre, là, les premières choses qu'ils doivent faire? En fait, par exemple, ça c'est un cas.
que j'ai conseillé donc à ma copine, c'est de prendre une formation Open Classroom HTML, CSS. Ça reste une formation très basique sur le principe du code, comment on fait fonctionner voilà, des termes du HTML, CSS. Si on est au chômage, ça peut être financé par Pôle emploi. Et puis, donc, ça prend voilà, quelques heures, hein, c'est rien. Mais au moins, quand on commence Webflow, on comprend déjà quelques mots. Et donc, ça permet d'aller un peu plus vite, de comprendre voilà, le fonctionnement d'une Flexbox, de comprendre. Et oui, non, voilà, c'est le conseil. C'est en fait d'avoir un préambule de code. Parce que commencer sur Webflow, si on prend pas de formation, si on ne suit pas de tutoriel YouTube ou quoi, on peut suivre un tutoriel YouTube, mais on aura compris comment il a fait l'action qu'on a vue sur YouTube. Mais si nous, un jour, on doit l'adapter pour un autre projet, on va pas avoir compris le mindset, l'état d'esprit qui est derrière. Du coup, ouais, pour moi, il faut avoir un petit préambule sur la structure du code. Voilà, rien de très technique, mais c'est la base. Ouais, moi je pense que ça permet de profiter de Webflow 5 fois plus, quoi. Ouais. De comprendre par exemple le CSS, le principe des classes. C'est ça. Voilà, on peut faire sans, mais voilà, là on comprend vraiment parce que Webflow est une abstraction parfaite du CSS, quoi, et vraiment permet de faire du CSS sans écrire de code, mais tout en respectant vraiment les règles et les principes, la cascade, toutes ces choses-là, quoi. L'héritage. C'est ça. Est-ce que tu aurais des recommandations peut-être de tutos, si tu as des chaînes YouTube, ou alors même juste des gens à suivre où ça serait intéressant en fait pour les gens justement qui veulent se mettre dedans? Il y a le gars qui m'a pas mal appris, c'était Ran Segall, R-A-N Segall, c'est S-E-G-A-2-L. On mettra les liens dans les notes de l'émission. Parfait. Et en fait, ce gars-là a une chaîne. Donc c'est il habite à Tel Aviv et il travaille là-bas. Et en fait, c'est l'un des gars qui m'a fait découvrir Webflow. Donc c'est des vidéos en anglais. Et en fait, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Flux, F-L-U-X, qui parle donc design, UI, UX et puis développement Webflow majoritairement. Et en fait, son process est assez simple. Il nous montre des phases du quotidien d'un designer, voilà, des contraintes de clients, des projets en cours, etc. Et comment il décide d'y répondre avec Webflow. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Et il y a des moments où il va nous montrer, voilà, il va nous faire des vidéos de 2 heures. Voilà, on va développer une landing page avec Webflow. Voilà comment je pense la développer. Et c'est très très intéressant. Alors il y a lui, il y a de plus en plus de gens. Je regarde pas mal aussi, enfin je suis pas mal sur Twitter, notamment Mengto. Alors à retrouver la page YouTube, ça il faudra qu'on. Il a un site et une communauté qui s'appelle designcode.io, sur laquelle il propose des formations payantes à Webflow et à d'autres systèmes, que ça peut être du code, ça peut être du design, ça peut être voilà. Et ça a l'air très très intéressant et donc voilà, et donc ces gens-là proposent des formations assez variées. En fait, on va avoir plusieurs états d'esprit. Lui, il va faire de la formation, c'est apprenez à utiliser le logiciel. Alors que Ran Segall, c'est plutôt, voilà, vous êtes freelance, vous êtes designer, et quelle est la mentalité à avoir pour proposer ces prestations-là. Est-ce que tu as regardé tout le Webflow University, toutes leurs vidéos? Non, pas encore. J'ai commencé le freelance. Il y a le Webflow University et il y a le freelance journée. Webflow University, en fait, je l'ai regardé quand je bloquais en fait, sur des points et que je tapais une recherche. Et Webflow est assez bien référencé sur tout cet aspect-là. On posait la question directement en anglais dans Google et les articles remontaient très bien. Donc j'y suis allé, mais vraiment pour répondre à des problèmes. Je ne l'ai pas suivi assidûment du début à la fin. Mais j'ai vu qu'ils avaient lancé Freelance Journée aussi, qui là encore est davantage sur voilà, l'état d'esprit, la façon de travailler. Au-delà de Webflow, comment trouver des clients, comment leur vendre Webflow, comment à la fois montrer les avantages de Webflow par rapport à WordPress ou à Squarespace ou Wix, et à la fois montrer aussi les inconvénients, les limites actuelles de Webflow. Donc c'est assez intéressant pour des gens qui, notamment, voilà, je trouve un profil qui fonctionne très bien, et je pense que l'outil a été conçu pour ça, mais pour les web designers. On est capable de produire des maquettes qui sont graphiquement, qui fonctionnent très bien, et puis on a envie de les développer et d'avoir développé son business comme ça à côté, son agence. Enfin, je trouve que c'est un bon moyen de débuter une agence de web. Est-ce que récemment, enfin j'ai juste vu passer le truc, alors je ne sais pas si j'ai bien vu, est-ce qu'il propose une fonctionnalité pour passer directement de maquette Figma à un design en Webflow? Non, c'est pas encore. Non, j'ai vu aussi l'article, mais en fait, il montre le processus. Alors, ça marche avec Figma ou avec Sketch, XD, je sais pas, j'ai jamais utilisé XD, mais ça montre comment préparer son fichier Sketch pour bien l'intégrer en fait. Comment exporter d'un seul coup tous ces assets, comment récupérer toutes les couleurs, les intégrer, etc. Ok, c'est pas automatique. Non, pas encore automatique, non. Mais est-ce que tu penses que ça viendra? Bah oui. Moi, c'est la suite logique qui me paraît logique. Ouais, ça me paraît logique aussi. Après, il y a on a déjà des fonctionnalités comme ça
pour gérer. Enfin, en fait, ce qui me paraît le plus impensable pour moi et le plus compliqué à développer, c'est la responsive. Aujourd'hui, une maquette, elle peut être un petit peu responsive sur Sketch ou sur Figma. On peut appliquer des contraintes, etc. Mais on va pas avoir un responsive fonctionnel de desktop à vraiment format mobile. Et donc, le jour où on pourra importer ce système-là dans une maquette Sketch ou Figma dans Webflow, je pense qu'il nous restera encore du travail à faire sur responsive. Mais oui, ça peut être un gain de temps encore énorme dans ce cas-là. Ouais. Non, effectivement, il y a des choses, c'est vrai, qui sont très difficiles à automatiser, mais Ouais. on y vient petit à petit, quoi. Ouais, de plus en plus. Mais en fait, la partie codée, aujourd'hui, moi j'utilise Zeppelin notamment qui sert à faire la transition entre le designer et le développeur, qui permet de sortir la maquette avec tous les assets et en fait le code CSS pour les éléments de chaque. Et en fait, on se rend compte que des logiciels sont capables de retranscrire en code pur nos maquettes et ça c'est un gain de temps énorme côté développement et donc oui, pour moi la suite logique c'est aussi que ça vienne de prendre le pas là-dessus et permettre cette transition-là très très rapidement, quoi. Ok. Plus de questions? Non. Ok, voilà. Non, mais c'est bien, on est en Oui. 45 minutes, je pense que il va être temps de conclure. Moi, j'ai une dernière question par rapport à Bubble. C'est une petite question. Est-ce que tu penses, il y a beaucoup de débats dans la communauté no-code, donc pour l'historique, j'ai besoin de prendre les pronostics. Est-ce que tu penses que Webflow va annoncer au mois de novembre qu'ils vont proposer de devenir un app builder comme Bubble? C'est-à-dire qu'ils vont permettre de faire des fonctionnalités plus évoluées comme Bubble, de la logique, des workflows, des choses comme ça. Ah ouais, très bonne question. Donc de développer tout un aspect plus application finalement. Exactement. Ouais. Je trouve que ce serait très très intéressant parce que souvent on a des demandes où il faut faire un site mais derrière il y a une application et ce serait très très smart je pense. Mais de là à ce que ça vienne dès novembre, ça me paraît. Enfin, qu'ils l'annoncent en novembre. On veut Qu'ils dire que dans la ouais. communauté no-code, voilà, on discute de tout ça et les gens pensent qu'à la conférence qu'ils vont faire en novembre, Ouais, la no-code. ils vont annoncer ça comme ils ont levé beaucoup de sous. Moi, personnellement, je pense que non. Voilà, on n'est pas d'accord avec Erwan, mais En plus de ça, il y a eu un rythme assez effréné d'ajout de fonctionnalités dernièrement et donc de se dire que qui n'allait pas dans cette direction-là. voilà, pour moi, s'ils avaient voulu alors peut-être qu'ils ont embauché beaucoup de gens, hein, mais s'ils voulaient développer tout l'aspect application, il y aurait peut-être eu la partie e-commerce qui aurait été lancée soit un peu avant, soit différemment, parce que là, il y a beaucoup de fonctionnalités qui arrivent. Et ça me paraît beaucoup de travail depuis un an. Et puis à mon avis, ça les éloignerait aussi un peu de leurs promesses, de leur discours auprès des designers, quoi. Pourquoi ça les éloignerait? Enfin, moi, mon hypothèse, c'est qu'ils auraient plus... Enfin, mon hypothèse, ma vision, c'est qu'ils auraient plus intérêt à justement développer des choses par rapport à des connexions avec Figma, avec Adobe XD, etc., qui simplifieraient encore la vie des designers, plutôt que d'ajouter De s'embarquer dans un truc d'application voilà, et tout. qui serait plus de l'autre côté de la chaîne, ajouter des fonctionnalités. Je dis pas qu'ils le feront jamais, pas sûr que ce soit la direction dans laquelle ils vont, d'autant que c'est quelque chose d'extrêmement complexe à mettre en œuvre, quoi. Voilà. En fait, Webflow, je le vois comme un système assez... En fait, je fais souvent cette métaphore-là, mais WordPress, je vois ça comme un Android. Alors, je suis pas pour Apple, hein, j'ai un Android. Ça me dédouane. Petite précision quand même. Voilà. Mais en fait, je vois WordPress comme un Android dans le sens où il y a un système de base. Venez ajouter tous vos plugins, faire ce que vous voulez avec. Et Webflow, je le vois plus comme un Apple qui a un écosystème qui est très fermé et qui, du coup, veut bien gérer chaque aspect. Et ajouter un si gros aspect d'un seul coup, alors que voilà, la levée de fonds s'est fait quand même assez récemment. Pareil, le système e-commerce est quand même assez naissant. Ça ferait quand même ajouter une très grosse fonctionnalité. À mon avis, c'est pas pour tout de suite. Alors peut-être que ce sera annoncé, peut-être, mais développé, mis en ligne et entièrement stable. Oui, non, déjà la discussion, c'est déjà juste qu'ils l'annoncent, qu'ils vont le faire, quoi. On va dire pas qu'ils le feront d'ici novembre, ça on est tous d'accord que qu'ils le sortiront pas, mais qu'ils annoncent qu'ils vont dans cette direction. Moi personnellement, j'y crois pas, mais beaucoup de. Pour moi, il y aura d'autres fonctionnalités en fait qui sont très grosses aussi. Je pense notamment au système de compte client, compte utilisateur. Ça, je miserais peut-être plus dessus parce que c'est plus lié au web. C'est une très grosse fonctionnalité à ajouter et aujourd'hui, il y a des systèmes tiers qui permettent de faire ça, mais c'est pas inclus dans Webflow. Donc, si je devais miser sur quelque chose, c'est des grosses fonctionnalités, mais liées à des sites, pas encore à des applications. Ouais, non, je suis assez d'accord avec ce pronostic. On aura la réponse en novembre, du coup. Voilà, on aura la réponse dans un mois. Bon, merci à tous les deux. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de la question. Donc, on va voir comment les auditeurs réagissent. Et peut-être on fera un nouvel épisode en fin d'année ou en début d'année prochaine où on creusera un peu plus, on ira un petit peu plus loin vraiment dans la technique. Mais déjà, là, je pense qu'on a fait une belle couverture de ce qu'est Webflow.
Ouais, une première aperçu, quoi. Tout à fait. Bon, bah, merci à tous les deux. À bientôt. Merci. Merci à toi. Salut. Salut.